Conseil municipal de rentrée, je procède comme d'habitude par l'appel des membres du conseil municipal. Madame Mizrahi qui a donné procuration à Madame Cianarella, Monsieur Patrick Sabatier, Madame Marie-Christine Cianarella, Monsieur Frédéric Plat Gavaudan, Madame Isabelle Lévy Fanucci, Monsieur Patrick Minéo qui a donné procuration à Madame Lévy, Madame André Collin, Monsieur Jean Tomaselli, Madame Martine Schex, Monsieur Serge Bénica, Monsieur Christian Lartaud, Madame Marie-France Rosti, Monsieur Henri Carvin, Monsieur Lionel de Cubert qui a donné procuration à Monsieur Serge Bénica et qui a subi une petite intervention et qui nous regarde peut-être. On lui souhaite un bon rétablissement. Madame Jacqueline Fabre, Monsieur Bernard Croze, Madame Marie-Claude Allary qui a donné procuration à Madame Gréco de Coningue, Monsieur Maurice Attias, Monsieur Christophe Moulin, Madame Emmanuelle Girard-Tibillier, Madame Corinne de Ranieri, qui n'est pas parmi nous mais qui nous rejoindra peut-être. Elle a donné procuration à Monsieur Plat. C'est noté. Madame Sandrine Frère, Monsieur Laurent Castillo, Madame Stéphanie Gréco de Coningue, Madame Émilie Partouche, Monsieur Anthony Paget, Madame Anaïs Abrahamian, Monsieur Loïc Rousseau, Monsieur Jean Naya, qui a donné procuration à Monsieur Dalmasso, Madame Monique Robineau-Chélan, présente. Monsieur Charles Dalmasso, présent. Madame Aurélie Trichot-Pirani, Madame Francine Larocca, Présente. et Monsieur José Gonzalez, qui vous a donc donné procuration. Très bien. Donc, après avoir procédé à l'appel des présents, je voulais faire un point. Nous nous retrouvons donc pour le 6e conseil municipal de l'année. Le dernier rendez-vous que nous avions eu avait eu lieu en juillet dans la cour de l'école de Valfleury à Anco-de-Botte, conformément à notre volonté d'organiser un conseil municipal par an dans un noyau villageois différent de la commune. Aujourd'hui, donc, notre conseil municipal se réunit à nouveau en public dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Une séance, et vous y êtes habitués désormais, qui est filmée et diffusée en direct sur la page Facebook de la commune et sur le site allo.com pour répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Avant donc d'entamer l'ordre du jour, je tenais à revenir sur plusieurs sujets d'actualité qui méritent d'être abordés en ouverture de cette séance de rentrée. Tout d'abord, pour faire un point sur la rentrée scolaire qui est entamée depuis le 2 septembre dernier. Vous savez que l'éducation fait partie de nos priorités et ainsi tout a été mis en œuvre pour que les enfants de la commune puissent bénéficier des meilleures conditions d'enseignement dans nos 6 groupes scolaires. Je vous les rappelle, Allo Village, Piédautry, La Punche, Valfleury, Les Gonagues et le Logis Neuf. Au total, plus de 2100 enfants qui, compte tenu de l'évolution des effectifs et enfin d'essayer de réduire au maximum le nombre d'enfants par classe, nous avons obtenu pour cette rentrée l'ouverture de 3 classes supplémentaires, 2 au sein du groupe scolaire du Logis Neuf, une classe à la Punche, ainsi que l'ouverture d'une classe Ulysse qui, comme vous le savez, est adaptée aux enfants en situation de handicap. Ainsi, une dizaine d'élèves présentant des troubles de fonction cognitive ou des DIS, dyslexie, dystorgraphie, dyscalculie, peuvent bénéficier d'un enseignement adapté avec un enseignant chargé du suivi de leur scolarité. Nouveauté également cette année, avec Stéphanie Gréco de Coningue, nous avons offert une carte de bibliothèque à tous les élèves de CP de la commune, en espérant que cela développe en eux le goût de la lecture. Dans le cadre de cette rentrée, nous avons aussi maintenu des horaires d'accueil élargis, avec une prise en charge inchangée le matin et des horaires élargis le soir jusqu'à 18h30. J'aimerais aussi revenir sur plusieurs événements de l'été et de la rentrée qui ont connu plusieurs succès. Tout d'abord celui des marchés nocturnes. Nous avons eu notamment celui du 25 août dernier qui a bénéficié du tirage du feu d'artifice que nous avions été obligés de reporter en raison du vent qui soufflait le 14 juillet dernier, ainsi que ceux des 10 et 11 septembre dernier qui ont vu un afflux de population dans le village, ce qui correspond à notre attente pour essayer de dynamiser au maximum notre noyau villageois historique. Succès aussi pour le festival de la BD qui a été organisé les week-ends des 11 et 12 septembre et qui a réuni près de 1400 spectateurs en 2 jours. Une très belle performance, encore meilleure que celle qu'on avait connue avant le Covid.
Succès également pour les journées du patrimoine, avec une belle fréquentation pour la Bastide de Fontvieille, qui était ouverte aux visites pour la première fois. Il a fallu aménager 9 créneaux de visite pour pouvoir y accueillir tout le monde pour cette première. Idem aussi pour l'exposition sur les costumes provençaux traditionnels, qui est organisée par l'association Notre-Dame du Château au sein de la Tour Carrée, sur le chemin donc, de Notre-Dame du Château. C'est vraiment une très belle exposition, je vous invite à la découvrir. Elle est en place jusqu'à la fin de l'année. J'en profite aussi pour vous annoncer la reprise du marché de la Punch tous les vendredis de 16h à 20h au niveau des toits de la Punch. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter à la sortie des écoles, ainsi que la réouverture de Vieux Bassin au cœur du village. Après 6 ans de fermeture, nous avons procédé à sa réouverture vendredi dernier. Cet événement, qui était attendu par de nombreux Allaudiens, a été célébré avec une exposition de l'atelier des caves du Logis Neuf. Et nous pouvons aussi donc vous annoncer officiellement que la traditionnelle crèche animée de Gilbert Orsini y sera à nouveau organisée sur place à partir de la mi-novembre, ce qui est une très bonne nouvelle qui était attendue par de nombreux Allaudiens. Donc sans plus attendre, nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour du conseil municipal avec la désignation du secrétaire de séance. Et donc, comme nous en avons la coutume, je vais vous soumettre, conformément donc à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, la désignation de Loïc Rouzot, qui est le Benjamin de notre Assemblée. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient. Donc Loïc Rouzot sera notre secrétaire de séance. Nous passons au premier point qui est à l'ordre du jour avec l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juillet dernier. Comme vous le savez, ce document retrace le déroulement du conseil précédent et qui est soumis pour avis à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au premier volet de ce conseil municipal qui concerne directement les finances avec la délibération 148 qui concerne l'adoption d'un abattement exceptionnel de 100% du montant de la taxe locale sur la publicité extérieure. Et je laisse la parole à monsieur Serge Bénica, adjoint à l'économie locale. Merci monsieur le maire. Mes chers collègues, messieurs et mesdames, afin de reprendre au mieux l'enjeu de la crise sanitaire et son impact sur le commerce local, le conseil municipal a adopté le 10 juillet 2020, quelques jours seulement après son installation, un abattement exceptionnel de 100% du montant de la taxe locale sur la publicité extérieure 2020. Dès le début de l'année 2021, le conseil municipal a ensuite acté une série de mesures destinées à aider les commerces les commerces locaux dans ce contexte. Il a ainsi été décidé la gratuité de la redevance relative à l'occupation du domaine public pour les commerces non sédentaires ou encore des périodes de gratuité de loyer pour les locaux communaux et commerciaux. Nous avons alors annoncé la volonté de reconduire l'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2021, sous réserve que le texte soit voté au niveau national. Cette possibilité de l'abattement a été ainsi prévue par l'article 22 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatif pour 2021. Comme nous étions engagés et considérant la volonté d'aider les commerces locaux dans le contexte de la crise sanitaire, il est donc proposé d'adopter un abattement de 100% du montant de la taxe locale sur la publicité extérieure 2021, à ce qui représente tout de même un manque à gagner d'environ 25 000 €. Je précise que nous avions anticipé cette décision en décidant de ne pas inscrire cette recette au budget. Merci Serge Bénica pour ces explications qui étaient nécessaires sur une délibération qui peut apparaître un peu technique. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Ouais, donc vous savez que cette délibération s'inscrit dans le cadre du plan de soutien que nous avions voté à la fois en 2020 et que nous avons renouvelé bien naturellement en 2021 pour permettre aux commerces et aux entreprises locales de faire face du mieux possible à la crise sanitaire que nous avons connue. Et donc, comme vous l'a précisé Serge Bénica, pour amortir les conséquences de la crise et pour permettre cet abattement, il a fallu attendre le vote d'un projet de loi qui a été voté au niveau national durant l'été. Et donc, comme nous avions inscrit cette aide directe aux entreprises dans notre plan de soutien que
que nous avions voté au printemps dernier. Nous régularisons la situation à l'occasion de ce conseil municipal de rentrée. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets à vos votes cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous continuons sur le volet finances avec une exonération de 40% pour 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles à usage d'habitation. Et je laisse la parole à l'adjoint aux finances, à savoir M. Jean Tomaselli. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération du 29 juin 1992, la commune avait fait le choix de supprimer l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles. Néanmoins, cette exonération s'appliquait d'office sur la part départementale. La réforme de la taxe d'habitation a induit le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et impacte donc l'exonération de 2 ans de cette taxe au profit des nouvelles constructions. Les communes qui avaient, avant la réforme, avaient supprimé cette exonération par délibération contraire et qui souhaitent continuer à limiter la portée de l'exonération sont obligées de prendre une nouvelle délibération avant le 1er octobre 2021. Pour rappel, les pertes de ressources des collectivités liées à l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas compensées par l'État. En effet, l'article 128 de la loi de finances pour 1992 a supprimé, à compter de 1992, la compensation budgétaire des exonérations de 2 ans de cette taxe. En 2020, la base exonérée représentait 1,8 de la base de la taxe foncière et propriété bâtie sur Allo et l'impact budgétaire d'une exonération totale serait environ de 220 000 € par an. À partir de 2022, ils ont proposé de limiter cette exonération au taux de 40%, ce qui constituerait ainsi un taux plus profitable pour les contribuables, tout en limitant l'impact budgétaire pour la commune à 88 000 € par an. Voilà la délibération, Monsieur le maire. Merci. Donc, effectivement, une délibération là aussi qui mérite d'être explicitée. Merci pour ces éléments. Je vois que Madame Larocca souhaite intervenir. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le... Oui? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche? Oui. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. L'exonération partielle de la taxe foncière sur le bâti est une bonne chose pour favoriser l'implantation des nouvelles habitations sur notre commune. Qu'en est-il donc de la taxe foncière pour les autres propriétaires? Et est-il prévu une augmentation à l'avenir pour compenser cette suppression? Merci pour votre intervention. Je vais y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur le sujet? Non. Alors, si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est un système d'exonération partielle pour les 2 premières années de la taxe foncière pour les nouvelles constructions qui est plus favorable que celui qui existait depuis 1992. On est sur une exonération à hauteur de 40% contre 32% auparavant. Donc tout ça a été budgété, comme l'a expliqué Jean Tomaselli. Nous, sur les taux de taxe foncière, c'est le débat que nous avons eu au moment du vote du budget, alors à la fois le débat d'orientation budgétaire de décembre dernier, le vote du budget en janvier, on l'a rappelé aussi quand on s'est vu en juillet. Donc nous, la taxe foncière a baissé de 1% cette année. Voilà, c'est un geste symbolique, mais qui veut montrer une vraie orientation. On sait que les ménages à Allo, comme dans beaucoup d'autres communes, subissent des taux d'imposition relativement élevés et on ne veut pas que la part communale vienne s'ajouter au reste. Donc nous voulons rectifier cette trajectoire. Donc et les avis d'imposition sont en train d'être reçus par tous les ménages qui doivent s'acquitter effectivement de l'impôt sur le revenu, sur la taxe foncière, taxe d'habitation. Et donc, comme vous le savez, nous avons fait le choix de baisser de 1% symboliquement cette taxe dès cette année. Et donc nous maintiendrons ce taux d'imposition pour les années futures. Donc il n'y aura pas de compensation. Donc la taxe foncière n'augmentera pas. C'est un engagement que nous avons pris. Et comme je vous dis, symboliquement, nous avons fait le choix de la baisser. Comme vous le savez, la réforme fiscale est en cours. Il y a encore des contribuables qui doivent s'acquitter de la taxe d'habitation qui disparaîtra au fur et à mesure. Et donc la volonté, j'ose espérer, c'est que les taux d'imposition moyens à Allo puissent ne pas augmenter dans les années futures. Et si on peut les faire baisser, on ne s'en privera pas. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention sur le sujet, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet environnement, avec la création d'une autorisation de programme concernant le plan de végétalisation de la commune, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Et je laisse la parole à l'adjoint à l'environnement, à savoir Frédéric Plat-Gavaudan. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à tous. Alors, vous savez, à voter la municipalité
précisions. Est-ce qu'il y a eu des demandes d'intervention sur le sujet? Donc, comme cela a été dit, c'est un plan sur 3 ans, donc 200 000 € par an. Donc c'est une vraie ambition que nous poursuivons en faveur de la végétalisation et de la préservation de notre cadre de vie. Vous savez qu'on a fait, dans le cadre de ce plan de végétalisation, l'acte 1 est représenté par notamment l'aménagement de l'avenue de Provence, qui est en entrée de commune au niveau du nouveau lycée de la commune, avec une voie routière et une voie piétonne qui est séparée par un environnement, par de la végétation. Et donc nous poursuivrons ce développement sur l'ensemble de la commune et de ses grands axes dans les mois et années futures. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, Madame Aurélie Trichot-Pirani. Alors, oui, ça marche. Oui, donc dans la continuité de vos actions sur l'environnement et suite à votre interview sur Radio JM, je voulais savoir, vous aviez évoqué la ferme pédagogique et je voulais savoir où ça en était, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Donc, nous avons la volonté, parmi tous les plans qui sont développés par la délégation de l'environnement, qui est conduite à la fois par M. Frédéric Plagavaudan et par Isabelle Lévy, la volonté de créer une ferme pédagogique. Nous avons répertorié aujourd'hui un site qui est celui qui se trouve en haut des Côtes-Rôties, où le service de l'environnement se trouve à l'heure actuelle. Vous savez qu'il y avait un projet de construction immobilière à cet endroit-là qui avait été formalisé il y a de ça quelques années. Nous sommes en négociation avec le Crédit Agricole qui est propriétaire du terrain, de manière à ce qu'on puisse remettre en cause, dans le cadre d'un protocole transactionnel, les constructions qui devaient se faire jour dans cet espace qu'on considère être comme étant le début des collines, et donc nous ne voulons pas avoir de construction à ce site-là. J'ai bon espoir, les négociations sont en cours, j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à un accord définitif dans les prochains mois. Et dès lors que nous aurons acté avec le Crédit Agricole le fait de pouvoir reprendre la possession de ce terrain, nous y aménagerons une ferme pédagogique. Nous y travaillons déjà en lien avec plusieurs associations et acteurs locaux liés à l'environnement. Et donc la ferme pédagogique, j'ose espérer, nous pourrons l'inaugurer dans quelques mois ou quelques années sur ce site fabuleux qui bénéficie d'une vue magnifique sur la commune et jusqu'à Marseille. Voilà donc où nous en sommes, on vous tiendra au courant du calendrier. Et l'acte 1, c'est d'arriver à mener à terme cette négociation avec le groupe immobilier dont je vous parlais. Monsieur le maire, si je peux préciser. Oui, allez-y. Frédéric Plat. Je pense que on a eu très récemment des liens avec des personnes qui se sont montées en collectif, plusieurs personnes liées à la protection de l'environnement et des animaux, qui ont proposé des projets, et on vient de recevoir très récemment, alors je parle sous couvert d'Isabelle Lévy, qui s'occupe plus précisément de ce dossier, on vient de recevoir très récemment leur maquette et leurs propositions. Donc voilà, on avance en parallèle de ce que vient de décrire M. le maire, à savoir les négociations avec le propriétaire actuel, en tout cas avec la personne qui est censée construire quelque chose, à savoir le Crédit Agricole Immobilier. Nous, on avance en parallèle sur le projet, de manière à ce que quand tout ça sera réglé, on puisse agir très rapidement pour mettre en place le projet tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets à vos votes cette délibération, donc la numéro 150, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au volet promotion économique, avec la délibération 151 et la création du label fabriqué à Allo, dont nous allons adopter le règlement intérieur. Je laisse le soin à M. Laurent Castillo de nous en faire la présentation. Merci pour ces éléments de présentation.
Donc effectivement, là, il s'agit là de marketing territorial. Alors c'est un terme que j'apprécie assez peu, mais qui regroupe une réalité, c'est-à-dire qu'on veut renforcer la marque, associer les commerçants et les artisans qui travaillent sur le territoire communal et les accompagner pour faire la promotion de leurs produits, ce qui sera bénéfique sur le plan commercial pour eux et sur le plan touristique pour la commune dans son ensemble. Voilà, d'où le sens de cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Oui, Frédéric Plat. J'ajoute très très rapidement que non seulement ce label est une très bonne idée, on va le développer, mais en plus, la création du label lui-même, l'identité graphique, sera aussi fabriquée à l'eau, donc par les services de la mairie. Merci pour cette précision. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais soumettre à vos votes cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous poursuivons donc l'ordre du jour de ce conseil municipal sur le volet culture avec la délibération numéro 152 et la signature d'une convention avec l'association du futur musée Marcel Pagnol qui concerne l'organisation du concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo. Je laisse le soin à Madame Jacqueline Fabre, élue à la culture, d'en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Alors, la commune, en collaboration avec l'association du musée Marcel Pagnol, souhaite organiser un concours de nouvelles dont la première édition serait prévue en janvier 2022. La création d'un tel événement d'envergure nationale, associé à la perspective du futur musée au premier étage de l'usine électrique, participe à l'image d'Allo, future capitale Marcel Pagnol. En effet, jusqu'à l'ouverture du musée Marcel Pagnol, dans quelques années, on a à cœur d'organiser régulièrement tout un tas d'événements autour de Marcel Pagnol, avec le service culture essentiellement, mais aussi toute la partie littéraire. Et ce concours de nouvelles, c'est donc la première manifestation sur le volet et sur le plan littéraire. La réception des nouvelles se fera du 1er octobre au 30 novembre 2021. Le jury est constitué de personnalités prestigieuses du milieu littéraire et désignera les lauréats. La remise des prix est fixée au 15 janvier 2022. À cette fin, il est proposé de passer une convention de partenariat avec l'association du musée Marcel Pagnol. Merci Jacqueline Fabre pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet ? Oui, Monsieur Charles Dalmasso. Attendez, on ne vous entend pas. Pardon. Ouais. C'est bon ? Oui, monsieur le maire. Je vais vous demander où en sont les travaux à l'usine électrique et le projet musée Marcel Pagnol, s'il vous plaît. Ah oui, effectivement, vous avez peut-être revu cet été que les travaux avaient commencé au niveau de l'usine électrique. Donc tout l'été, un prestataire a notamment sécurisé les parois rocheuses qui se trouvent à l'arrière du bâtiment, comme c'est un site qui sera amené à accueillir un public nombreux dans quelques mois. Donc c'était la première phase de l'opération. Après, nous avons la phase de l'usine elle-même de travaux qui va commencer à partir du 27 septembre, donc la semaine prochaine, comme le précise l'adjoint aux grands travaux, M. Sabatier. Et donc là, on va mettre donc les échafaudages qui seront mis en place. Et ensuite, on part pour 12 mois de travaux pour l'aménagement de la première partie du site, notamment donc toute la partie qui concerne la médiathèque au rez-de-chaussée. Et après, dans un deuxième temps, il y aura l'aménagement du musée Marcel Pagnol à l'étage, sur lequel nous travaillons actuellement. Et donc l'objectif est celui d'une ouverture du site à l'horizon 2024-2025 au grand public. Merci. Voilà les précisions qu'on pouvait vous donner à ce stade. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur le sujet ? S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais soumettre aux voix cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet animation, jeunesse, vie associative avec la délibération numéro 153 qui concerne la mise à disposition de locaux municipaux ou de domaines publics routiers ou d'un espace public non bâti aux associations. Et je laisse la parole à notre élu à la vie associative, à savoir Anthony Paget. Merci Monsieur le maire. Il est rappelé à l'Assemblée que par délibération du 22 avril 2021, le Conseil municipal avait adopté le tableau définissant la liste des locaux municipaux du domaine public routier ou espace public non bâti pouvant être mis à la disposition des associations. Afin de proposer davantage de sites aux associations, il convient de modifier ce tableau en y ajoutant les salles de danse situées au sein des maisons de quartier Gérard Philippe, secteur Allo Centre, et Yves Montand, secteur La Punche. Ainsi, il est proposé d'approuver ce nouveau tableau et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition avec les associations.
Merci pour cette présentation. Donc effectivement, l'objectif poursuivi est celui de décloisonner notamment l'accès des maisons de quartier à toutes les associations. Voilà, c'est une volonté que nous avions pour permettre d'en accueillir encore un plus grand nombre. Et voilà pourquoi on vous soumet cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Oui, Madame Larocca. Merci, Monsieur le maire. En ce qui concerne l'attribution des locaux aux associations, bien évidemment, nous sommes pour, car le tissu associatif contribue à faire vivre à l'eau et participe au développement de la ville. Mais qu'en est-il de l'attribution d'un local avec du matériel adéquat pour chaque groupe des élus de l'opposition? Avons-nous un local attribué à titre permanent, comme nous en avions un au cours de la dernière mandature? Et où se trouve-t-il, sachant que l'ancien local de la minorité n'existe plus? Indépendamment de ce local, au titre des groupes d'opposition et en vertu de l'article 2144.3 du Code des collectivités territoriales, qui stipule que les partis politiques ont droit à la mise à disposition d'une salle pour une manifestation, aurions-nous une salle attribuée en dehors d'une période électorale? Merci pour cette question, je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur le sujet? Non. Alors effectivement, il est important que les groupes d'opposition puissent avoir un lieu pour se réunir. Ça avait fait l'objet de débats en décembre dernier quand nous avions adopté le règlement intérieur qui était en vigueur au sein de notre collectivité. Effectivement, l'ancien local qui était réservé aux groupes d'opposition est aujourd'hui occupé par le service de promotion économique de la commune qui organise tous les marchés et une grande partie des événements. Et donc, il a fallu qu'on repense l'organisation qui est la nôtre au sein du village. Donc, il y a un autre local qu'on va pouvoir vous mettre à disposition, mais qui nécessité quelques travaux d'aménagement pour qu'il soit, que vous puissiez vous réunir dans de bonnes conditions. Et je pense que ça pourrait être le cas avant la fin de l'année ou plus tard. En tout état de cause, vous savez que si vous avez besoin d'une salle, il suffit d'en faire une demande officielle par courrier écrit, et vous me l'adressez directement et on vous mettra à disposition une salle si vous en avez besoin, avant même que vous ayez un local permanent qui soit à votre disposition. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins, à me les transmettre. D'accord. Et en dehors de ce local permanent, justement? Oui, c'est ce que je vous dis. Donc une salle à l'extérieur ou ce local permanent, dans tous les cas, vous aurez accès aux deux. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets à vos votes cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, à savoir la 154, et qui est directement liée à la délibération précédente, avec la création du coût de tarifs et la mise à jour du catalogue de tarifs appliqué à l'échelle de la commune. Je laisse la parole à Madame Martine Schex. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Avant d'aborder les délibérations, si vous le permettez Monsieur le maire, je voudrais saluer le travail de toute l'équipe de la direction jeunesse pendant tous les dispositifs qui ont eu lieu cet été, c'est-à-dire le centre aéré, été culture loisirs, les nocturnes. Ils ont fait un excellent travail, sérieux. Donc je voudrais que vous ayez connaissance de ce travail, de cette satisfaction que nous avons eue de cette équipe. Je vais maintenant aborder donc la délibération. Donc il est envisagé de créer et de mettre à jour le catalogue des tarifs. En particulier les tarifs des activités des maisons de quartier qui doivent être adaptés aux nouvelles activités proposées, ainsi que le montant de la redevance d'occupation du domaine public par des équipements radioélectriques afin d'assurer une harmonisation de son montant avec les tarifs métropolitains. Il est ainsi proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'ensemble du catalogue des tarifs. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons donc à la délibération suivante et qui concerne là aussi les maisons de quartier avec la modification du règlement intérieur. Madame Martine Schex va nous en faire la présentation. Alors, donc, comme vous avez peut-être pu le constater, il y a une refonte des maisons de quartier puisque nous n'avons plus que 3. À l'époque, il y en avait 5. Donc, à ce jour, il apparaît nécessaire d'adopter un nouveau règlement intérieur prenant en compte diverses modifications et à améliorer les relations entre les usagers et les maisons de quartier et de présenter la nouvelle restructuration des sites et des maisons de quartier. À cet effet, afin d'apporter un nouvel élan à ces centres de vie, il a été décidé de consacrer l'utilisation de l'espace Robert Olive essentiellement aux seniors, alors que l'espace Joseph Bonino
a été restructurée en maison de la jeunesse et des sports. Le règlement proposé permet donc de définir les modalités d'inscription et de fonctionnement, de définir les périodes d'ouverture et de fermeture et de réglementer de manière uniforme le fonctionnement des 3 maisons de quartier restantes, à savoir la maison de quartier Gérard Philippe située à Allo-Centre, la maison de quartier Yves Montand située à La Punche et la maison de quartier Jacques Chirac située au Logis Neuf. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets à vos votes cette délibération sans plus attendre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous continuons avec la délégation de Madame Schex avec la nouvelle composition du Conseil municipal jeune. Je vous laisse le soin, Madame Schex, de nous présenter le rapport numéro 156. Oui, merci Monsieur le maire. Le Conseil municipal jeune joue un véritable rôle éducatif et pédagogique, tant au point de l'éducation civique que du point de vue du fonctionnement des institutions municipales. Cependant, en raison de la crise sanitaire, ce Conseil municipal jeune a interrompu son activité au cours de l'année 2020-2021. Aussi, il est proposé de modifier sa composition afin de permettre aux jeunes de poursuivre cette année leur mandat. Il serait désormais composé de 12 enfants des CM2, des écoles primaires de la commune et de 18 jeunes des 6e, 5e, 4e et 3e du collège Yves Montand. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Oui, j'en vois 2. Alors peut-être Madame Larocaille et ensuite Madame Trichot-Pirani. Très bien. Je vous laisse vous exprimer. Merci, Monsieur le maire. Le Conseil municipal jeune permet d'intéresser la jeunesse à la vie de la commune. On peut lire que l'élu délégataire à la jeunesse fera le lien de ce Conseil municipal jeune avec notre Conseil municipal. Est-ce que ce Conseil municipal jeune est ouvert au public? Et est-ce que nous, membres de la municipalité, pouvons-nous assister occasionnellement à ces conseils? Merci. Je répondrai. On va écouter Madame Aurélie Trichot-Pirani. Moi, je voulais simplement savoir si le programme d'activité de ce conseil était défini, voilà, si leurs actions étaient définies sur les prochains mois. Alors effectivement, nous avons un programme assez ambitieux pour le Conseil municipal jeune. L'année précédente a été frustrante et c'est pour ça qu'on élargit la composition de ce Conseil municipal jeune, parce qu'il n'a pu se réunir qu'à une seule reprise et encore en 2 groupes différents pour tenir compte des contraintes liées à la crise sanitaire. Donc c'est un vrai travail de fond qui est mené par le service jeunesse de la collectivité, avec un suivi durant toute l'année de ces jeunes, où on essaie de les intéresser à la vie de la commune. Alors ce travail se fait directement entre les services et les jeunes concernés. Le conseil municipal jeune réunit juste les élus délégataires, le maire et les conseils municipaux jeunes. Après, il est ouvert au public, donc si vous souhaitez y assister, il est ouvert naturellement aux parents et à ceux que ça pourrait intéresser. Donc il n'y a aucune contrainte, si la condition sanitaire nous le permet, à ce que des allodiens puissent assister aux travaux du conseil municipal jeune. Nous avons plusieurs dossiers concrets sur lesquels nous souhaitons qu'ils puissent travailler durant cette année, à commencer notamment, parce que c'est quelque chose qu'on va mettre en place très prochainement, nous voulons que le conseil municipal jeune puisse se déplacer au camp des Milles, parce qu'il y a un travail de mémoire important que nous allons mener notamment avec la communauté juive d'Allo, et j'estime que c'est normal que nous puissions organiser ce type de sortie pédagogique. Nous avons aussi des axes de travail autour du gaspillage alimentaire, qui est un sujet de préoccupation souvent chez les jeunes qui déjeunent à la cantine, que ce soit dans les écoles ou au collège Yves Montand. Nous avons un volet aussi sur la sécurité, alors, au premier chef desquels la sécurité routière, qui est un enjeu important, notamment aux abords des écoles et du collège, et aussi sur la question du harcèlement scolaire, qui est un sujet qui est malheureusement plus que jamais d'actualité. On a vu tout le débat, là, notamment sur le hashtag qui visait les élèves entrés en 6e. Oui. Heureusement, on a été vigilants avec Stéphanie Gréco de Coninck et tous les élus concernés. Il n'y a pas eu de problématique particulière là, au niveau du territoire communal. Nous voulons aussi les associer aux questions environnementales, qui est très important. Donc les futurs potagers partagés, on les associera bien entendu quand le projet sera un peu plus abouti sur la femme pédagogique, nous en avons parlé tout à l'heure, et ensuite les intéresser à tous les événements de la vie traditionnelle, tous les devoirs de mémoire, on les convie comme c'était le cas depuis longtemps, mais nous essayons de renforcer leur participation aux cérémonies, notamment avec nos anciens combattants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement nous les avons invités régulièrement durant toute l'année, à chaque fois que la situation sanitaire nous le permettait.
arrêté. Nous ne l'avons pas fait quand nous avons célébré la libération d'Allot à la fin du mois d'août. Et j'ai eu des remontées de certains conseillers municipaux jeunes qui disaient « mais pourquoi on n'a pas été invités ?» On avait considéré à tort qu'ils étaient en vacances et qu'on attendrait la rentrée pour les solliciter pour les événements à venir. Donc ils sont motivés. Donc j'ai dit maintenant, même l'été, même en période de vacances scolaires, ils seront associés à tous les événements communaux. C'est une très bonne chose. Je suis très heureux de leur implication et ils ont plein de bonnes choses et de bonnes idées à nous apporter. Si je peux compléter votre Bien propos, sûr. Monsieur le maire, donc le futur conseil municipal jeune, pour le moment, au niveau des CM2, les élections sont en cours dans les écoles. Donc nous n'avons encore pas le nom des jeunes élus. Nous attendons que les directeurs nous communiquent les noms de ces jeunes gens. Dès que nous aurons eu ça, je pense que ce sera après les vacances de Toussaint, nous mettrons ce conseil municipal jeune en route. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'on peut procéder au vote de cette délibération? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet éducation avec la délibération numéro 157, ce qui concerne une convention de partenariat entre le collège Yves Montand et la bibliothèque municipale pour l'année scolaire qui vient de débuter. Je laisse le soin à l'élu et à l'éducation, à savoir Stéphanie Gricot de Coninck, nous faire la présentation du rapport. Merci, Monsieur le maire. Oui, en effet, cette convention avec le collège a pour but de sensibiliser les adolescents à la lecture et en organisant notamment des projets comme le défi lecture, qui est tout un panel d'œuvres choisies par les enseignants qui sont étudiées tout au long de l'année. Et en fin d'année, les enfants se réunissent, débattent, critiquent les œuvres et décernent le prix du meilleur livre. Donc il y a beaucoup de projets autour de la lecture à réaliser avec les enfants. Donc cette convention nous paraissait plus qu'évidente. Merci, ça vient compléter le dispositif que nous mettons en place, notamment pour les CP et le travail qui est mené dans les écoles, ce qui est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Délibération 158. Convention de partenariat, mais cette fois-ci avec le lycée Monte Cristo d'Allot. Et je laisse donc Stéphanie Gricot de Coninck nous en faire là aussi la présentation. Oui, tout à fait. Donc, dans le même objectif que la délibération précédente, une fois qu'on aura développé chez les collégiens le plaisir de la lecture, il faut développer la fibre littéraire chez les lycéens. Donc cette convention avec le lycée va nous permettre de travailler sur ces projets et notamment d'organiser des rencontres d'auteurs. Merci. Merci Stéphanie pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet sport avec les délibérations 159 et 160. La première concerne la signature d'une convention pour la mise à disposition de l'accès au collège par l'installation du gymnase Francis Tomasy. Et je laisse l'élu au sport, à savoir Madame Émilie Partouche, nous présenter le rapport. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le maire. Alors, effectivement, c'est déjà une première chose qu'on a testée, il me semble, au mois de mai, après post-confinement, parce qu'on avait une nécessité de mise à disposition de salles pour l'association de basket qui s'est rapprochée du collège Yves Montand et a pu profiter du plateau sportif. Donc là, on réitère cette convention qui sera pour cette fois, pour toute la saison scolaire, en tout cas jusqu'au mois de juin. L'association Basket Club Allodien pourra pratiquer les mercredis, je ne vais pas vous dire de bêtises, de 16h30 à 18h30 et les samedis, toute la journée de 9h à 18h30. Donc ils sont très heureux et je remercie au passage le chef d'établissement qui a validé ce projet. Donc c'était effectivement pour favoriser cette pratique sportive. L'accès à ces installations se faisant par l'extérieur du gymnase Tomasy, propriété de la commune, il est proposé de renouveler la convention de mise à disposition à cette association. Très bien. Merci Émilie Partouche. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la délibération 160 et la convention tripartite qui concerne là plus particulièrement
le lycée Monte Cristo. Émilie Partouche, Oui, c'est à vous. à moi. Alors effectivement, c'est un peu donc, dans le même objectif que la délibération précédente. Il est proposé de signer une convention avec le lycée Monte Cristo et la région afin de mettre à disposition de la commune les équipements sportifs neufs et magnifiques comme le gymnase du lycée justement. Autant en faire profiter nos associations et surtout nos jeunes. Donc ces locaux équipements pourraient être mis à disposition aux associations. Ainsi, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Oui, Madame Robineau. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, oui, cette demande de convention avait été, on avait sollicité déjà le proviseur depuis l'ouverture, mais il se trouve, et on a un représentant du conseil d'administration qui est là ce soir, que l'équipement et la cour ne sont pas séparés. Alors j'ai vu que dans la délibération, il était mentionné que la région devait prendre en charge les travaux de clôture. Alors qu'en est-il? À quelle date? Pour éviter justement que les personnes qui pratiquent dans le gymnase puissent aller dans les classes ou autres. Donc la clôture doit être faite quand et à partir de quand les associations sportives pourront utiliser le lycée, enfin l'équipement du lycée. Effectivement, nous attendons cette mise à disposition des associations sportives d'Allo depuis longtemps. Nous avons donc un magnifique établissement qui est celui du lycée, à côté duquel a été construit un gymnase dont on a pu mesurer la qualité de fabrication au moment de la visite et de son inauguration qui est intervenue à la fin du mois de mai ou tout début juin. L'objectif, effectivement, c'est qu'on puisse maximiser la fréquentation de cet outil à disposition des lycéens prioritairement, mais aussi des associations de la commune. Donc effectivement, il y avait plusieurs freins que le chef d'établissement et les services de la région avaient repérés quant à l'ouverture, notamment à des gens venus de l'extérieur, donc des associations sportives de la commune. Et la région donc a décidé de prendre en charge des aménagements pour éviter à ce qu'il puisse y avoir des intrusions entre le gymnase et l'établissement en tant que tel. Donc c'est des travaux effectivement qui sont programmés. Peut-être qu'Émilie Partouche va pouvoir nous en dire un mot. Et on a hâte que cet équipement puisse être à disposition des associations qui l'attendent depuis longtemps. Émilie Partouche. Oui, effectivement. Donc, effectivement, ces travaux-là concernaient essentiellement le gymnase. Effectivement, les accès n'étaient pas forcément sécurisés avec des élèves ou bien des adhérents hors lycée pouvaient justement intégrer la cour volontairement hors temps scolaire. Donc, ce n'était pas justement la chose qu'on voulait. Donc, la région a pris en charge ces travaux-là. Tout est pratiquement finalisé. Il reste une seule porte d'accès où on s'est vraiment rendu compte qu'un verrou est quand même nécessaire à ajouter, mais c'est uniquement ce qui reste comme travaux envisagés. Le plus gros a déjà été fait et était prêt, il me semble, au moment de l'inauguration avec Monsieur Muselier, au mois de juin. Voilà, c'est ça, au mois de juin. Donc début juin. C'était prêt. Donc là, on est, c'est sécurisé. Voilà, les travaux étaient en voie de finalisation, effectivement, pour s'assurer qu'il puisse pas y avoir d'intrusion entre le gymnase et l'établissement en lui-même. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais soumettre à vos votes cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne la petite enfance. C'est le rapport numéro 161 avec l'adoption du nouveau règlement intérieur pour les structures petite enfance, donc crèche et halte garderie. En l'absence de Marie-Claude Allary, c'est Madame Stéphanie Gréco-Coningue qui nous présente le rapport. Merci, Monsieur le maire. Oui, par délibération du 17 décembre 2020, nous avions voté le règlement intérieur des structures petite enfance et celui-ci avait été adopté. Aujourd'hui, afin de rendre homogènes les périodes de fermeture des deux structures municipales, il est proposé d'abroger la délibération 2020-136 et d'adopter un nouveau règlement intérieur des structures petite enfance qui prendra effet à compter du mois de janvier 2020. Ces structures seraient ainsi fermées 4 semaines en période estivale et 2 semaines pendant les vacances de Noël. Merci pour ces précisions. Donc effectivement, ce règlement intérieur sera effectif à partir de janvier 2022. Si tant est que nous l'adoptions maintenant, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet senior vie associative avec le rapport numéro 162 et la nouvelle convention de mise à disposition gratuite de biens communaux, là aussi aux associations. Et je laisse Madame André Collin, adjointe au senior, nous en faire la présentation. Bonjour à tout le monde. Bonsoir plutôt. Oui, effectivement, le pôle senior d'Allo est en train de se mettre en place et de se finaliser. Nous avons transféré la maison des seniors, mais nous avons d'autres projets de réalisation et nous avons beaucoup d'activités nouvelles à mettre en place. Et dans ce cadre-là, nous avons prévu de développer des activités, de mettre à disposition des salles pour d'autres associations qui nous demandent d'intervenir, notamment le S13 et d'autres, pour des activités culturelles, manuelles, etc. Donc, nous proposons aujourd'hui d'approuver cette nouvelle mise à disposition de ces locaux et d'autoriser M. le maire ou son représentant de bien vouloir signer les conventions correspondantes relatives à ces mises à disposition des associations. Merci André pour ces précisions. Donc effectivement, ce pôle senior s'organise au sein de l'espace municipal Robert Olive au Logis Neuf, et que tout le monde connaît bien, avec un travail qui est mené avec l'ensemble des services sous l'autorité de la délégation de Madame André Collin. Et donc nous voulons mettre cette nouvelle convention de mise à disposition, la soumettre à vos votes. Et nous avons quasiment, André, combien? 500 inscrits là pour la rentrée quasiment? 500 inscrits en cette rentrée. Ça montre le dynamisme de ce pôle senior. Je soumets à vos votes cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet ressources humaines avec la délibération numéro 163 et le recours au contrat d'apprentissage. Vous savez que c'est une ambition que nous poursuivons, de pouvoir accueillir des apprentis au sein de la collectivité pour les aider dans leur parcours de formation et pour qu'ils apportent leur regard sur les mesures et sur les dossiers sur lesquels nous travaillons au quotidien au sein de la municipalité. Et je laisse, comme il s'agit d'un contrat d'apprentissage qui est lié principalement au service de communication, je laisse M. Frédéric Plat nous faire la présentation de ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Alors, la commune a pris la décision de recourir, dans la mesure de ses besoins, au contrat d'apprentissage et par là même au dispositif d'alternance à destination des jeunes, dont le choix est de passer par ce chemin afin d'obtenir leur diplôme. Cette démarche, bénéfique tant pour l'employeur que pour l'étudiant, vise à garantir à notre commune un haut niveau de qualification tout en respectant les budgets visés par les ressources humaines, ces contrats étant majoritairement pris en charge par l'État ou le CNFPT dans notre cas. Cette délibération autorisera donc l'embauche de 2 jeunes allodiens destinés à renforcer les équipes des services sport et communication. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 164 qui concerne la création d'un emploi de conseiller numérique à temps complet dans la future Maison France Service. Et comme il s'agit de numérique, je laisse le soin à l'élu au numérique, à savoir Bernard Croze, nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de l'ouverture prochaine de la Maison France Service d'Allo au plan de Cuc, il est proposé de créer un emploi non permanent de conseiller numérique à temps complet. Ce conseiller aura pour mission d'accompagner les administrés dans leur appropriation des usages numériques au quotidien, ainsi que dans l'accompagnement de démarches en ligne dématérialisées. Il est donc proposé à l'Assemblée de décider de la création d'un poste de conseiller numérique pour une durée de 2 ans dans le cadre d'un contrat de projet. Sachant que ce contrat de projet rentrant dans un cadre étatique beaucoup plus large, ce contrat sera subventionné sur les 2 ans à hauteur de 50 000 €, à savoir 25 000 € par an. Merci Bernard Croze pour cette présentation. Donc, comme vous le savez, ouvrira bientôt la Maison France Service à la Punch, là où se trouve actuellement le bureau de poste communal. Et donc pour assurer un accueil optimal de tous les administrés qui viendraient y accomplir les démarches en lien avec tous les grands services gérés par l'État, que ce soit lié aux impôts ou à bien d'autres sujets, nous créons donc ce poste de conseiller numérique qui est subventionné par l'État
Donc vous savez que les moyens qui sont mis en œuvre dans le cadre du déploiement de cette maison France Service sont assurés par notre collectivité, mairie d'Allauch, également en partenariat avec la mairie de Plan-de-Cuques et donc aussi avec l'État. Et donc nous en avons un exemple très concret. Vous savez que cette ouverture devait avoir lieu au 1er janvier 2022. Et si tout va bien, les agréments ont été obtenus pas plus tard que ce matin avec toutes les équipes concernées. Et donc ça veut dire que potentiellement la Maison France Service pourrait même ouvrir avant la fin de l'année, ce qui serait une très bonne nouvelle. Et ça serait un service de plus au service des habitants de la commune d'Allauch, mais aussi de Plan-de-Cuques. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes immédiatement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant. Donc nous continuons sur le volet RH avec l'attribution des primes de fin d'année pour l'année 2021 pour le personnel municipal. Donc nous avons les rapports numéros 165, 166 et 167. Le premier, donc, comme chaque année, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser d'attribuer au personnel municipal titulaire et stagiaire de la commune une prime de fin d'année d'un montant de 1 100 € pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Cette prime vous sera versée avec les salaires du mois de novembre 2021. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Oui, Madame Robineau. Oui, bien sûr que je suis favorable à cette prime que le personnel municipal mérite, puisque je l'ai toujours fait, même dans l'ancienne mandature. Et puisque nous sommes dans les ressources humaines, je me permets de revenir vers vous concernant ma demande de l'organigramme du personnel municipal et du CCAS, qu'à ce jour, je n'ai toujours pas reçu. Alors, il y a eu du personnel qui a changé de poste, du personnel qui a été recruté. Donc, je vous renouvelle ce soir ma demande de recevoir enfin cet organigramme de la mairie et du CCAS. Merci. Alors l'organigramme sera d'abord soumis au comité technique, comme le veut la procédure, donc il sera mis à l'ordre du jour d'un des prochains comités techniques qui sera réuni avant la fin de l'année. Nous avons des liens permanents avec les représentants du personnel, les représentants syndicaux mairie. Nous avons une qualité d'écoute en matière de ressources humaines au sein de la collectivité sur lequel un effort particulier a été mené. Et donc, cette nouvelle organigramme, quand nous respectons les procédures réglementaires qui s'imposent à chaque collectivité, nous devrions être en mesure de vous le soumettre au plus tard en début d'année 2022. Donc à ce moment-là, une fois qu'il aura été validé en comité technique, il sera à disposition et nous le mettrons même en ligne sur le site internet de la municipalité pour qu'il soit accessible à tous les Allaudiens. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons donc, c'est la même délibération, mais cette fois-ci pour le personnel municipal non titulaire. Donc même montant de prime, même versement au mois de novembre, à hauteur de 1 100 € pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. C'est le rapport numéro 166. Je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous faisons la même chose pour les agents recrutés en qualité de vacataires qui sont rétribués au taux du SMIC. Donc, comme vous le savez, ils seront donc rémunérés à hauteur de 13 € brut de l'heure sur la paye du mois de novembre pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette prime de fin d'année. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je le soumets le rapport numéro 167 à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 168 qui va nous être présentée par l'élu, l'adjoint aux finances, à savoir Monsieur Jean Tomaselli. Merci, Monsieur le maire. Donc, les agents territoriaux et les élus peuvent être amenés à se déplacer pour les besoins du service. Aussi, il appartient au conseil municipal de fixer les conditions générales et particulières de mise en œuvre de règlements de frais occasionnés par les déplacements des agents, collaborateurs et élus de la commune, conformément au décret modifié 2019-139 du 26 février 2019 et des arrêtés du même jour, modifiant les textes précédents. Je vous rappelle que les frais de déplacement concernent la prise en charge uniquement des transports, repas et nuitées en dehors de la commune et dans le cadre d'un ordre de mission préalablement signé par le maire ou toute personne ayant reçu délégation. Je vous propose donc d'approuver les dispositions des conditions générales et particulières jointes à la présente délibération. Je vous remercie. Merci Jean Tomaselli pour cette présentation. S'il y a des demandes de prise de parole, c'est le cas de Madame Larocca. Nous vous écoutons. Merci Monsieur le maire.
Concernant la formation des élus, j'aurai plusieurs questions. Y a-t-il une enveloppe budgétaire annuelle pour la formation des élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, par groupe ou par individu, et quel est le montant de cette enveloppe? Je tenais à vous signaler, l'année dernière, en septembre 2020, j'ai suivi une formation avec l'organisme agréé IFOREL qui vous a envoyé les documents nécessaires et qui n'ont toujours pas été remboursés à ce jour. Pouvez-vous me dire quelle en est la raison? Merci. Alors, on sort du cadre de la délibération, mais je vous réponds bien volontiers. Alors effectivement, nous avons tous ici droit de formation. C'est quelque chose auquel nous sommes très attentifs. Nous, on s'est fixé un principe, en tout cas pour tous les élus de la majorité, c'est que pour l'instant, nous avons suivi des formations qui étaient entièrement gratuites. C'est-à-dire que c'était des formations en ligne, mises en place avec le CNFPT. Et donc, aujourd'hui, le budget formation, en tout cas de tous les élus de la majorité, est de 0 €. Ça n'a rien coûté à la collectivité. Les seuls qui m'aient fait jusqu'à présent des demandes de formation, il y avait M. Jacobelli qui nous a quittés depuis et pour qui on avait financé la demande de formation qui était la sienne. Et vous m'en avez transmis une là à la fin de l'été, hein, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai validée. Et donc, voilà, nous paierons les formations auxquelles vous êtes inscrites. Moi, j'aimerais juste attirer votre attention, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'organismes qui proposent des formations gratuites pour les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et si ça peut éviter d'être un coût pour notre collectivité, c'est toujours mieux. Donc, si jamais à l'avenir, vous pouvez être attentive au fait de privilégier des formations gratuites, nous y serons sensibles. S'il faut un accompagnement de la municipalité pour que vous puissiez trouver ces formations, nous sommes là pour y répondre bien volontiers. Faites-nous part de nouveaux besoins et nous vous mettrons en relation avec des organismes agréés de manière à ce que vous puissiez suivre toutes les formations que vous estimez nécessaires à l'exercice de votre mandat. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets à vos votes cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet services techniques et aménagement urbain avec le rapport 169 qui concerne la nouvelle dénomination de la voie qui se trouve au cœur de la zone d'activité de Fontvieille. Je laisse Madame Girard-Thibillier, qui est l'élue en charge des relations avec les entreprises de la zone d'activité de Fontvieille, nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Par délibération du 29 novembre 2017, la commune avait actualisé la liste des dénominations officielles des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique. Dans le cadre de l'extension de la zone d'activité de Fontvieille, il est proposé de modifier la dénomination de l'allée du Collet en l'allée des Lavandes. Renommer cette rue allée des Lavandes est tout à fait compatible de l'image provençale à laquelle nous sommes attachés pour notre commune, mais aussi de l'image de Technicoflore, qui est une des entreprises fleurons de notre commune, dont l'activité est la création de parfums, et qui est justement située dans cette allée. Merci Emmanuel Girard-Thibillier pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Alors il y en a deux, on va laisser la parole à Madame Larocca et après Monsieur Dalmasso interviendra. Merci Monsieur le maire. Il est bien évident que l'appellation allée des Lavandes convient mieux dans ce secteur où se trouve Technicoflore plutôt que celui de Collet, qui n'est d'autre que le nom d'un chou. Par contre, nous sommes étonnés que cette délibération soit prise après l'inauguration officielle de cette allée. Dans ce cas, notre vote est vraiment utile, mais surtout, le vote des élus, a-t-il une légitimité quelconque? En tant que membre de la municipalité, nous nous étonnons de ne pas avoir été conviés à cette inauguration. Nous avons constaté également que lors de l'inauguration de la réouverture du vieux bassin, ou en notre qualité de membre de la municipalité, nous avons été écartés de cette manifestation. Nous pensions que ces méthodes étaient de l'histoire ancienne. Dans ce cas, et dans le respect de nos électeurs, nous ne voyons pas l'intérêt de voter pour cette délibération et nous nous abstiendrons. C'est noté, je vous répondrai après qu'on ait écouté Monsieur Dalmasso. Oui, Monsieur le maire. Je vous pose une question. Comment va se développer le prolongement de la zone d'activité de Fontvieille autour de cette nouvelle allée des Lavandes? Oui, alors effectivement, vous avez noté qu'il y avait un développement sur la zone. Ouais. Déjà, je vais répondre en premier lieu à Madame Larocca. L'inauguration de Technicoflore s'est faite à l'invitation stricte du PDG de l'entreprise. C'est une société privée et elle était seule maître des invitations qu'elle avait envoyées. Donc, vous
pour le coup, la municipalité ne rentre pas en ligne de compte sur les invitations qui ont été formulées par cette société. Et nous avons procédé à l'inauguration symbolique de cette allée des lavandes au sein du site de l'entreprise, donc de manière très symbolique. Et l'allée des lavandes rentrera officiellement comme étant une dénomination reconnue qu'à partir du vote que nous allons entériner maintenant. Donc après, ça sera de votre responsabilité de le voter ou pas. En attendant, il nous semblait important, c'est un des principaux groupes industriels de la commune. Nous avons quelques fleurons. Nous avons donc Technicoflore qui est en pleine expansion, un des 3 leaders mondiaux en matière de parfumerie. Nous avons aussi les laboratoires Lafal, nous avons aussi Whipley, vous savez, qui est cette entreprise qui est située en face des laboratoires Lafal ou de Total Lapacé, qui fabrique avec des ingénieurs de très haut niveau tous les logiciels qui sont dans les box Internet ou télé, avec tous les grands opérateurs du numérique. Et à la demande du chef d'entreprise qui nous a demandé de faire cette inauguration symbolique, j'ai accepté bien volontiers et je le revendique à ce qu'on ait pu inaugurer à la date qu'il avait lui-même choisi, symboliquement, cette allée des lavandes qui me paraît être un symbole intéressant pour l'image de notre commune et pour remercier à ce que M. Sabater, pour ne pas le citer, qui est le président de cette entreprise, qui est présent ici à Allo depuis 40 ans, je pense que c'était le minimum que la commune puisse faire pour accompagner ce grand groupe qui a fait le choix de se développer et de rester à Allo malgré les nombreuses propositions qui leur sont désormais offertes vu la croissance du groupe. C'est le premier élément. Sur les événements publics auxquels vous faisiez référence, notamment la réouverture du vieux bassin, nous avons invité très largement. L'invitation était même ouverte en ligne, enfin accessible en ligne, elle a été communiquée plusieurs jours avant, c'est accessible au public. Après, nous avons fait des invitations ciblées, alors pas seulement qu'aux élus, mais nous avons invité des associations culturelles, nous avons invité les riverains à y participer, donc je considère que c'était ouvert au plus grand nombre, et si vous aviez voulu participer à cette cérémonie, bien entendu, vous étiez naturellement la bienvenue. Donc je pense à ce qu'il n'y a pas lieu à polémiquer sur ce type de choses, vous savez l'ouverture qui est la nôtre, on ne prend pas toujours le temps d'envoyer un carton d'invitation en permanence, on le fait quand ce sont des cérémonies bien installées. Là, l'organisation de cette réouverture du vieux bassin s'est organisée en quelques jours, donc nous avons communiqué sur les réseaux sociaux, sur les panneaux d'information et directement auprès des associations et de ceux qui étaient le plus concernés par cette réouverture. Donc, quelque part, voilà, je vous invite, si jamais vous avez des questions, à m'en faire part, plutôt que de chercher à créer vainement une polémique là où il n'y a pas lieu d'être. Concernant la demande de M. Dalmasso, effectivement, donc, tout autour de cette allée des lavandes, c'est une extension de la zone d'activité, ce qui est pourvoyeur d'emploi pour la commune, donc c'est loin d'être négligeable. On va avoir 3 sites de production, donc celui qui a été inauguré vendredi dernier de Technicoflore, qui est un deuxième site de production, ultra moderne, digitalisé, un vrai fleuron à l'échelle internationale en matière de technologie. C'est une vraie fierté. Nous avons aussi 2 autres sites à côté qui sont en cours de finition et d'aménagement, qui accueilleront principalement des sociétés allodiennes, comme le traiteur Messence qui s'agrandit dans la zone, ainsi que d'autres acteurs économiques locaux. Et en tout, ce sont 10 000 m² supplémentaires de surface commerciale qui verront le jour dans cette allée des lavandes, ce qui est une très bonne chose, je pense, une très bonne nouvelle pour le tissu économique allodien et local. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention sur le sujet, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au rapport suivant, à savoir le 170, qui concerne la première modification du plan local d'urbanisme intercommunal. Et je laisse la parole à monsieur l'adjoint à l'urbanisme, à savoir monsieur Patrick Sabatier. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la métropole a engagé la modification numéro 1 du PLUI intercommunal couvrant l'intégralité du territoire Marseille-Provence, composé, je vous le rappelle, de 18 communes. Cette modification porte essentiellement sur la correction d'erreurs matérielles, elle est très technique, ainsi que la mise à jour de cadastre suite au remaniement cadastral en 2017. Le conseil municipal est ainsi invité à donner son avis, puisque ce sera voté en conseil de métropole, son avis sur ce projet. Il est proposé de donner un avis favorable sur cette modification numéro 1 du plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, monsieur le maire.
pour cette délibération. Merci pour cette présentation. Donc, comme cela a été dit, donc, il s'agit de corriger des erreurs techniques qui avaient été malheureusement intégrées à ce PLUI qui était rentré en vigueur en décembre 2019 et définitivement entériné en janvier 2020. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Oui, Madame Robineau, on vous écoute. Oui, sur un sujet aussi important, je reviens sur ma demande de créer une commission urbanisme, comme cela se fait dans d'autres communes, pour que nous puissions participer. Donc j'ai vu qu'il n'y avait eu que 2 rectifications. C'est bien ça, Monsieur Sabatier, sur cette révision du PLUI? Sur cette modification, oui, modification. Et non pas une révision, Madame Robineau. Sur cette modification, pardon. Oui. Il n'y a bien eu que 2 modifications. Il n'y a eu qu'une modification. Si vous avez bien lu la commission d'enquête, qui a relevé une seule modification qui concerne l'élargissement des voies DFCI à 6 mètres. Voies qui seraient en double sens et qui ne seraient pas en impasse pour les nouvelles voies créées. Voilà ce qu'a retenu la commission d'enquête. Il me semble que j'ai lu aussi qu'il y avait la Villa Mélie qui avait été inscrite au patrimoine. Non, ça, c'est pas non. l'objet de la Ça fait pas l'objet de la modification numéro 1. D'accord. Merci pour ces précisions. Donc effectivement, un sujet important sur lequel nous serons amenés encore à débattre à l'avenir. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 171 qui concerne la vente d'une propriété communale que la commune avait reçue en legs il y a de ça plusieurs années. Je laisse là aussi M. Patrick Sabatier, élu adjoint à l'urbanisme, nous en faire la présentation. Alors, chers collègues, vous vous rappelez qu'au mois de mars 2021, cette Assemblée avait approuvé le principe de la vente d'une propriété communale. Alors, pour rappel, c'était Madame Gazet qui a légué à la commune par voie testamentaire, donc un bien situé impasse des Cigales. La commune a été autorisée à vendre cette propriété sous condition d'affecter le produit de la vente au financement d'une action en faveur des jeunes, de la culture et des loisirs ou en faveur des personnes âgées. Le service des domaines a estimé la valeur vénale de ce bien à 253 000 € en date du 31 mars 2020. Par délibération du 8 mars, dont je le rappelais, nous approuvions le principe de vente de cette propriété. Ce bien a trouvé acquéreur. Il a été demandé une réactualisation de l'estimation par le service des domaines, compte tenu de la réglementation imposant une estimation datant moins d'1 an à la date de la vente. Ainsi, il a été proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser la cession de cette propriété d'un montant d'environ 333 000 €, conformément à l'avis des domaines, réactualisé donc, en date du 9 septembre 2021. Et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes et tout autre document se rapportant à la cession de ce bien. Voilà, M. le maire. Merci, M. Sabatier, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Oui, Mme Robineau. Oui, je suis bien sûr favorable. La seule question, sur quelle action pensez-vous octroyer cette somme, puisque c'était la décision a été liée au fait qu'il fallait que ce soit affecté à une action pour la jeunesse, les seniors ou la culture. Donc 333 000 € vont être affectés à quelle action? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, donc cette somme de 333 000 € sera reversée pour des actions en faveur donc des jeunes, de la culture, des loisirs ou en faveur des personnes âgées. Et là, j'ai vu le regard de Mme André Collin s'illuminer instantanément. Je comprends bien l'intérêt qu'une telle somme peut avoir. Là, au moment où on se parle, il faut que la vente soit définitivement actée pour que nous puissions avoir effectivement intégré cette somme dans le budget municipal. Et je vous propose à ce que nous puissions avoir dans le cadre du prochain débat d'orientation budgétaire, donc qui se fera dans moins de 3 mois maintenant, au mois de décembre, que nous ayons un débat spécifiquement sur la manière dont nous allons répartir cette somme en attendant qu'elle soit effectivement versée au budget de notre collectivité. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler au plus tard d'ici le vote du prochain budget. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet fêtes et manifestations avec le rapport 172 et le rapport 173 qui concernent deux des prochaines festivités qui seront organisées dans notre commune. La première concerne Halloween avec la participation financière de l'entreprise Fêter et Recevoir. Je laisse le soin à Laurent Castillo de nous faire la présentation de cette délibération. Merci Monsieur le maire. Donc, chers collègues, dans le cadre de la mission qui m'a été confiée de recherche de partenaires et de sponsors, donc pour la fête d'Halloween, la commune d'Allot organise chaque année des animations en partenariat avec l'association des commerçants. L'entreprise Fêter et Recevoir souhaite participer financièrement à cet événement par la remise d'un bon cadeau d'une valeur de 250 €. Ainsi, il est proposé d'accepter cette participation financière et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat. Merci. Donc effectivement, ça fait partie de tout le travail de fond qui est entamé pour renforcer ces partenariats, pour que ça puisse venir alléger le budget et l'argent consacré par la municipalité à ce type de manifestation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je le soumets directement à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. N'hésitez pas à cocher, même si ce n'est pas matérialisé sur votre document, votre vote en faveur de cette délibération, sachant que nous aurons une fête d'Halloween, un vrai programme sur tout un week-end. Nous avions eu la frustration l'année dernière de devoir annuler cette manifestation en raison de la crise Covid. Là, il y aura toutes des manifestations qui vont s'organiser sur le week-end tout entier, donc à la fin du mois d'octobre, avec, en lien avec les associations de parents d'élèves le samedi après-midi, en lien avec l'association des commerçants le samedi soir, et il y aura un festival de magie qui sera organisé, dont l'entrée sera payante au niveau de François Mitterrand, avec les magiciens du Garlaban, qui sont une structure voilà, qui est basée ici à Allot, donc un festival de magie qui rentrera dans le cadre d'Halloween, qui est basé sur la thématique d'Harry Potter cette année, sous la délégation donc, à l'économie locale, avec Serge Bénica et Anaïs Abrahamian. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention sur le sujet, on passe directement à la délibération 173 qui concerne là les fêtes de Noël, parce qu'il vaut mieux les anticiper. Et je laisse Laurent Castillo nous en faire la présentation. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, à l'instar de la précédente délibération, donc à l'occasion des festivités de Noël, la commune souhaite réaliser de nombreuses opérations. L'entreprise Fêter et Recevoir, et je remercie Madame Derose de nous aider dans cette démarche, souhaite là aussi soutenir cet événement par une participation financière via un bon cadeau de 250 €. Il est ainsi proposé d'accepter cette participation financière et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat. J'indique aussi, si les entreprises nous regardent ce soir et qu'elles souhaitent s'inscrire dans cette démarche, qu'elles peuvent contacter la mairie, on les rencontrera avec grand plaisir. L'appel est lancé. Merci, Monsieur Castillo, élu au tourisme. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, on va soumettre aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet nouvelles technologies avec les rapports 174 et 175. Je laisse le soin à Monsieur Bernard Coz, élu au numérique, nous présenter le rapport relatif à la mutualisation des supports pour la vidéoprotection. Oui, vous avez pu le remarquer dans le cadre du développement de notre réseau vidéoprotection. Nous utilisons déjà un certain nombre de supports qui sont des supports d'éclairage public. Là, en l'occurrence, pour éviter de créer de nouveaux supports, il a été décidé de conventionner avec les distributeurs de courant basse tension. Et donc, dans l'optique de renforcer le réseau de vidéoprotection sur notre commune, il est envisagé d'installer ces caméras de vidéoprotection sur ces supports basse tension. Donc pour ce faire, la commune doit passer une convention relative à l'usage du réseau de distribution publique d'électricité basse tension. Il est ainsi proposé d'approuver la dite convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention, d'une part avec le distributeur Enedis et d'autre part avec l'autorité concédante qui est propriétaire des mâts, qui est le SMED 13, donc le syndicat mixte d'électricité départemental. Voilà. Merci Bernard Croze pour cette présentation. Il y a une demande de prise de parole. Madame Larocca. Merci Monsieur le maire. Nous allons bien évidemment voter pour cette délibération qui facilitera l'installation des caméras de surveillance.
Comme vous le savez, nous l'avons suffisamment souligné, nous sommes pour tout ce qui peut améliorer la sécurité de nos administrés, que ce soit les caméras de surveillance ou l'augmentation des effectifs de la police municipale. En tant qu'élus, nous aimerions pouvoir visiter la salle de contrôle de ces caméras pour mieux appréhender le fonctionnement et l'efficacité de ce système de protection. Je vous remercie. Merci. Alors effectivement, les caméras de vidéosurveillance ne peuvent être vues que par des agents habilités ou des officiers de police judiciaire. Donc ça, c'est pas possible en l'occurrence à ce qui vous me concerne, sauf à ce que vous ayez les habilitations demandées. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais vous pouvez toujours suivre la formation de nos policiers municipaux à Nîmes, si vous le souhaitez. Vous parliez de formation tout à l'heure, si une reconversion est souhaitée. Voilà. En tout état de cause, vous savez que voilà, nous avons à cœur de développer ce réseau de vidéoprotection. Nous l'avons budgété, on avait eu le débat dans le cadre de nos derniers conseils municipaux. Voilà, ça se concrétise voilà, pour les mois à venir. Pareil pour le plan de recrutement qui est toujours en cours et qui restera permanent pour nos agents de police municipale. D'ailleurs, les statistiques, alors j'aime jamais en faire la promotion, mais l'été, les statistiques en matière de sécurité ont été meilleures cette année que l'année dernière, donc c'est une bonne chose. Voilà, je ne veux pas parler de chiffres, et puis je sais qu'un cambriolage est déjà un cambriolage de trop, donc même si ces statistiques baissent, eh bien, il faut toujours améliorer encore tout ce qui peut l'être. En tout état de cause, le plan anti-cambriolage sur lequel nous avions pas mal communiqué et qui fait l'objet d'un renforcement des liens entre la police municipale, la police nationale, avec le réseau de voisins vigilants que nous accompagnons et qui se développe de semaine en semaine. Il semble que nous obtenions déjà des premiers résultats, ça mérite d'être confirmé. En tout cas, tout ce qui pourra être mis en œuvre pour renforcer la sécurité à l'échelle du territoire communal sera entrepris et je suis content de constater que ce sera avec votre soutien. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur le sujet, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Et nous sommes déjà au dernier rapport de ce conseil municipal, le rapport numéro 175 qui concerne la mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données. Et c'est à nouveau M. Bernard Croze, élu au numérique, qui nous en fait la présentation. Alors, dans le cadre du règlement général de la protection des données, auquel toutes les collectivités sont soumises, il est demandé à ces mêmes collectivités de se doter d'une expertise particulière qui est le délégué à la protection des données dont nous disposons. Ainsi, afin d'éviter des surcoûts, nous allons mutualiser, comme nous le propose la métropole Aix-Marseille-Provence, nous allons mutualiser cette fonction de délégué de protection des données. Et donc, il est proposé d'approuver la convention de prestation de services portant sur la fonction de DPO et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention avec la métropole. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci à tous pour votre participation à ce conseil municipal de rentrée. Oui, Madame Robineau. Dernier point, il y a des décisions municipales et sur 4 décisions, le montant ne figure pas. Alors, je pense que c'est un oubli. Transmettez-moi la demande par mail si ça ne vous dérange pas et on répondra aux questions parce qu'il y en a effectivement un certain nombre de décisions municipales. Comme ça, vous nous direz précisément de quelles décisions vous parlez. D'accord, merci. Très bien. Merci à tous donc d'avoir participé à ce conseil municipal de rentrée. Donc, il y aura beaucoup d'événements encore dans les jours et semaines qui arrivent sur le territoire communal. Nous aurons l'inauguration d'une nouvelle exposition vendredi soir au Vieux Bassin. Donc tout le monde y est invité. C'est vendredi soir à 19h, l'exposition Guzman. Voilà, dans le Vieux Bassin, nous serons amenés à en communiquer sur tous les supports numériques de la commune. Nous aurons ensuite le mois d'Octobre Rose, vous savez, pour la lutte contre le cancer du sein. La collectivité avait été très engagée l'an dernier. Nous allons rééditer avec une programmation au moins aussi ambitieuse sur l'ensemble du mois d'octobre. Donc là aussi, les communications sont à venir pour que vous puissiez participer à cet élan de solidarité en faveur de la recherche contre le cancer du sein. Il y aura bien entendu Halloween, les fêtes de Noël, mais ça nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un prochain conseil municipal. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous.